Papa a crié, tu n'as été qu'une onde depuis le jour de ta naissance. Maman a ajouté, nous aurions aimé que tu n'aies jamais existé. J'ai remis ma veste en place et j'ai dit, alors j'arrêterai d'exister pour vous. Je suis sorti. 30 minutes plus tard, leur voix remplissait la messagerie vocale. 42 appels manqués. Papa n'a même pas attendu que je sois en bas des escaliers. J'étais juste en train d'attraper mon sac près de la porte d'entrée quand il a commencé, assez fort pour que je sache que les voisins pouvaient entendre à travers les murs. C'est toujours comme ça que ça commençait. L'humiliation publique d'abord. La logique jamais. Tu n'as été qu'une onde depuis le jour de ta naissance. Je me suis figé pendant peut-être une demi-seconde, la main sur la sangle. Celle-là, elle a frappé différemment. Pas parce que c'était nouveau, mais parce que cette fois il l'a dit lentement, comme s'il pensait chaque mot. Maman était dans la cuisine derrière lui. Elle n'élevait pas souvent la voix, mais elle n'en avait pas besoin. Sa voix coupée plus nette que la sienne ne pourrait jamais le faire. Nous aurions aimé qu'il n'ait jamais existé. Elle l'a dit comme si elle ne faisait qu'énoncer un fait, comme si elle en avait fini de faire semblant. Je n'ai rien dit tout de suite. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne les ai pas suppliés de retirer leurs paroles. Je me suis juste penché, j'ai boutonné ma veste calmement, je les ai traversés du regard tous les deux et j'ai dit, alors j'arrêterai d'exister pour vous. Et je suis parti. Ce n'était pas le genre de sortie dramatique que les gens imaginent. Je n'ai même pas pris toutes mes affaires. J'ai laissé quelques chaussures sous l'escalier, un chargeur, une veste en jean que j'aimais avant que ma mère ne dise que ça me donnait l'air vulgaire. Le vent m'a frappé dès que je suis sorti. Il faisait plus froid que je ne l'avais prévu. Octobre me surprend toujours comme ça. Je n'avais pas de plan. Je ne savais même pas vraiment où j'allais quand j'ai quitté l'allée. J'ai juste conduit, ignorant chaque appel qui s'allumait sur l'écran. 3 miles plus loin, je me suis garé sur le parking d'un Walgreens et je suis resté assis là pendant 20 minutes avec le moteur en marche. Je ne pleurais pas. J'étais juste vide. Puis mon téléphone a tellement vibré qu'il a glissé de la console centrale et est tombé sur le sol. 42 appels manqués. La plupart venaient de ma mère, certains de mon père, un délit. Celui d'elle m'a retourné l'estomac. Ellie ne m'appelait jamais à moins que quelque chose n'aille pas ou qu'elle ait besoin d'argent. Elle appelait probablement parce que son prochain paiement de scolarité était dû dans 5 jours et qu'elle agissait comme si j'étais le chanceux d'avoir un travail pendant qu'elle se concentrait sur son avenir. Cette pensée m'a énervé plus que tout. J'ai ouvert mon application bancaire. Ils étaient là. 2 paiements automatiques programmés. Un pour le prêt de mes parents, celui pour lequel ils ne pouvaient pas se qualifier seuls. L'autre pour les frais de scolarité hors de l'état d'Ellie. Je les ai regardés fixement pendant longtemps. Puis j'ai cliqué sur annuler pour les 2. Ce n'était même pas satisfaisant. C'était juste nécessaire. Je suis retourné à mon appartement, un minuscule 3 pièces au dernier étage sans ascenseur. Je n'avais même pas prévu d'y aller au départ, mais j'avais besoin d'un endroit qui soit à moi, un endroit où je puisse être tranquille sans que personne ne me demande ce qui n'allait pas avec ma tête. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai jeté dans le tiroir de la cuisine. Qu'il crie dans le vide. Qu'il ressente ce que c'est quand quelqu'un qui est toujours là ne l'est plus soudainement. Parce que pour une fois, j'en avais fini d'être celui qui arrangeait tout. Le matin, les appels avaient doublé. 68 au total, 20 messages vocaux, des SMS, 2, certains s'excusant, certains en colère, certains longs murs de rien enrobés de culpabilité. Je n'en ai ouvert aucun. Au lieu de cela, je me suis habillé et je suis allé travailler comme si c'était un mercredi comme les autres. Je m'occupais du marketing pour une entreprise immobilière de taille moyenne en centre-ville. Rien de glamour, mais c'était bien payé, et il ne faisait pas de micro-gestion. Personne là-bas ne savait rien de ma famille, et c'est comme ça que j'aimais ça. À midi, Ellie m'avait envoyé 4 SMS et laissé un message vocal qui avait commencé calmement et s'était terminé de manière frénétique. La date limite pour ses frais de scolarité était dans 3 jours. Je ne l'avais pas prévenue. Je n'en voyais pas l'intérêt. Elle ne m'avait jamais prévenu quand elle avait décidé de me trahir devant nos parents, elle ne m'avait jamais prévenu quand elle avait menti sur l'incident de la voiture, ou quand elle avait accidentellement supprimé l'enregistrement Venmo qui prouvait que j'avais couvert son loyer pendant 2 mois l'année dernière. La différence, c'est que je me souvenais de tout, de chaque fois qu'ils avaient pris son parti et m'avaient fait me sentir fou de me défendre. Elle a envoyé un SMS à nouveau vers 14 heures.
Juste un mot, sérieusement? Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire défiler les maquettes de publicité. Vers 16h30, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai refusé. Puis un autre, puis un autre. Au 5e, j'ai décroché en pensant que ça pouvait être lié au travail. C'était ma mère qui appelait depuis un téléphone jetable ou une ligne fixe. Elle n'a pas crié cette fois. Elle avait l'air presque calme, mais ses mots étaient toujours creux. Elle a dit qu'ils étaient juste contrariés et que j'étais dramatique. Elle a demandé pourquoi j'avais annulé les paiements. Elle m'a rappelé à quel point ils avaient travaillé dur, combien ils avaient sacrifié. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai ouvert le vin que j'avais gardé pour mon anniversaire et j'ai versé la moitié de la bouteille dans une tasse. Je me suis assis sur le sol près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville. J'aurais dû me sentir bien, puissant même. Mais surtout, j'avais froid, pas le genre qu'on corrige avec une couverture. Puis Ellie est arrivée. Je ne sais pas comment elle a trouvé mon adresse, peut-être grâce à un des contacts de papa, mais elle était là, frappant à ma porte comme si l'immeuble était en feu. Je n'ai pas ouvert. Elle a commencé à crier. D'abord mon nom, puis des jurons, puis des excuses. Elle a dit que si je ne réglais pas le paiement des frais de scolarité, elle perdrait ses cours. Elle perdrait tout. Je me suis tenu près de la porte et j'ai attendu que sa voix se brise. Puis elle a dit quelque chose auquel je n'étais pas préparé. Ils disent qu'ils veulent vendre la maison maintenant. Ils t'en tiennent pour responsable. Je n'ai rien dit, pas même à moi-même. Elle est partie après ça. À minuit, j'avais 3 nouveaux messages vocaux. Un de papa, calme et court. Il a demandé si j'allais bien. Pas d'insultes, pas de sarcasme, juste que ça ne lui semblait pas normal. Quelque chose allait arriver. Je pouvais le sentir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas parce que j'étais contrarié, pas exactement. C'était plus comme une tension tranquille assise derrière mes côtes, maintenant tout trop alerte pour se reposer. Je me suis allongé sur le canapé avec la télé en sourdine, laissant la lumière scintiller sur le plafond. Chaque fois que je fermais les yeux, je continuais à penser au mot « Nous aurions aimé que tu n'aies jamais existé ». Ce n'était pas seulement qu'il l'ait dit. C'était qu'il le pensait. Pendant un instant dans cette cuisine, ils l'ont vraiment cru. Le matin, j'étais mort derrière les yeux, mais je suis quand même arrivé au travail à l'heure. Même ascenseur, même bavardage poli avec la réceptionniste, mais j'avais l'impression de marcher dans la peau de quelqu'un d'autre. Vers 11h, Ellie a appelé à nouveau. J'ai laissé sonner. Puis elle a envoyé un SMS, « Il ne mange pas, papa n'est pas allé travailler. » Maman pleure tout le temps. Vas-tu vraiment laisser ça tout détruire? Elle n'a pas compris. C'est ce qui a fait le plus mal. Ils ont tout détruit, pas moi. Pourtant, ces mots sont restés dans ma tête longtemps après que le message ait disparu de l'écran. À midi, j'ai quitté le bureau pour me vider la tête. Je ne me souviens même pas quelle route j'ai empruntée ni quelle chanson jouait. Je conduisais juste, une boucle à travers la ville. Rien de prévu. Je me suis arrêté à un feu rouge juste après elle mais j'ai pensé à prendre un sandwich. C'était la dernière pensée claire dont je me souviens. Quand le SUV a grillé le feu rouge et a percuté le côté conducteur, je n'ai même pas eu le temps de me préparer. Le son était irréel, du métal et du verre qui se brisaient. Un moment de chaos total, puis le noir. Je suis revenu à moi la tête en bas, la ceinture de sécurité s'enfonçant dans mon épaule, du sang coulant quelque part près de mon oreille. Une femme criait dehors. Quelqu'un d'autre appelait à l'aide. Le pire n'était pas la douleur. C'était le silence à l'intérieur de moi. Pendant une minute entière, je m'en fichais de m'en sortir. L'ambulancier qui a ouvert la porte n'arrêtait pas de me poser des questions. J'ai répondu mécaniquement. Non. Date de naissance? Pouvez-vous sentir vos jambes? Oui. Oui. Pas d'os cassé. Dans l'ambulance, j'ai commencé à trembler. Pas de douleur, du poids de tout qui s'effondrait d'un coup. À l'hôpital, ils ont fait des examens, nettoyé les coupures, bandé mes côtes. Le médecin m'a dit que j'avais eu de la chance. Si j'avais été touché juste de quelques centimètres plus loin, je ne m'en serais pas sorti. Je n'ai pas pleuré avant qu'il ne me rende mon téléphone. Appel manqué. Cette fois, plus d'une centaine. 2 messages vocaux se sont démarqués. L'un était de ma mère.
Sa voix était presque méconnaissable, paniquée comme si le monde avait basculé. Elle a dit qu'ils avaient entendu parler de l'accident par un ami au poste, qu'ils étaient en route. Le deuxième était de papa. Il a dit, s'il te plaît, laisse-nous juste te voir. Je ne le pensais pas. Je te jure devant Dieu, je ne le pensais pas. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Ne nous quitte pas comme ça. Pendant quelques secondes, j'ai envisagé de les bloquer à nouveau, de tout couper, de laisser les murs rester debout. Mais la vérité, c'est que je ne me sentais plus fort. C'était juste fatigant. L'infirmière a demandé si je voulais qu'ils entrent dans la chambre. J'ai dit non. Elle a acquiescé sans insister. Alors ils ont attendu dehors. Je pouvais sentir leur présence avant de les voir, le genre de silence qui se construit quand des gens qui avaient l'habitude d'avoir du pouvoir sur vous ne savent plus soudainement où ils en sont. Je me suis allongé dans ce lit d'hôpital rigide, fixant les carreaux de plafond bon marché, essayant de décider ce que je ressentais. Il y avait de la douleur. Bien sûr, mes côtes me faisaient mal à chaque respiration, mais la plus grande partie était autre chose, quelque chose de plus lourd. Quand la porte s'est ouverte quelques heures plus tard, ce n'était ni ma mère ni mon père. C'était Ellie. Elle est entrée lentement, tenant un petit sac en papier avec un soda et un paquet de crackers, comme si elle pensait que ça allait arranger quelque chose. Elle s'est assise sur la chaise en face de moi, n'a rien dit au début. Puis finalement, il panique. Je ne les ai jamais vus comme ça. Maman n'arrête pas de trembler. Papa a pleuré dans la voiture. Je ne pensais pas qu'il pouvait faire ça. Je l'ai regardée. Elle avait l'air fatiguée, les cheveux en bataille, un sweat à capuche à l'envers, pas son apparence soignée habituelle. Elle a dit qu'ils n'avaient pas dormi de toute la nuit, que lorsqu'ils avaient entendu parler de l'accident, maman avait presque perdu connaissance. Je n'ai rien dit. Puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, je t'ai utilisé. Je le sais. Je t'ai laissé tout porter pour ne pas avoir à le faire. Je me suis dit que tu pouvais gérer ça, alors je t'ai juste laissé faire. Je n'ai jamais dit merci, et je ne t'ai jamais soutenu quand j'aurais dû le faire. Je n'ai rien dit, mais quelque chose s'est fissuré un peu dans ma poitrine. Elle s'est tue pendant une seconde, puis a ajouté, ils savent qu'ils ont merdé, mais je pense qu'ils ont peur que tu ne reviennes jamais. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai attrapé le bouton d'appel de l'infirmière et j'ai demandé à sortir plus tôt. Ils m'ont dit que je pouvais partir dans la soirée si j'avais quelqu'un pour venir me chercher. Ellie leur a dit qu'elle le ferait. Quand je suis entré dans la salle d'attente en vêtements d'hôpital et avec un sac en plastique contenant ma veste ensanglantée, mes parents se sont levés tous les deux comme s'ils avaient vu un fantôme. Maman avait l'air pâle. Les yeux de papa étaient rouges. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Personne n'a rien dit tout de suite. Puis il s'est avancé et a dit, j'étais en colère, mais je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je te jure devant Dieu que je ne le pensais pas. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit. Je l'ai laissé parler, je l'ai laissé trébucher dans ses excuses. Il a dit qu'ils avaient été trop durs avec moi, qu'ils s'étaient appuyés sur moi parce que je ne me plaignais jamais, qu'il pensait que je n'avais pas besoin d'eux. Il a dit qu'il était désolé encore et encore, comme s'il essayait de rembobiner tout. Maman est venue ensuite. La sienne était plus calme. Elle a dit qu'elle s'était trompée sur beaucoup de choses, qu'elle avait confondu le silence avec la force, qu'elle détestait la personne qu'elle devenait quand elle s'en prenait aux gens qu'elle aimait. Puis elle a dit les mots que j'avais attendus toute ma vie. Tu ne méritais rien de tout ça. Je suis resté là, tenant toujours le sac avec la veste, toujours dans la douleur. Et pour la première fois depuis des années, je me suis laissé pleurer devant eux, juste pendant 1 minute. Puis j'ai dit, je ne rentre pas à la maison. Pas encore. Peut-être jamais, mais je vais réfléchir à ça. C'est tout ce que je peux promettre. Ils ont tous les deux acquiescé, sans insister, sans supplier, juste en écoutant enfin. Entre nous, Ellie m'a ramené à mon appartement en silence, une main agrippant le volant, l'autre tripotant le bord fissuré de la coque de son téléphone. C'était la fin de l'après-midi, le ciel se transformant en cette brume dorée qui rendait tout plus doux qu'il ne l'était en réalité. J'ai appuyé ma tête contre la fenêtre, regardant la ville se flouter. Chaque nid de poule envoyait un coup dans mes côtes, mais je ne me suis pas plaint. J'étais trop concentré sur le poids silencieux qui s'était installé sur tout, pas tout à fait la paix, pas tout à fait la douleur. Quand elle s'est garée devant mon immeuble, elle n'a pas coupé le moteur, elle l'a juste laissé tourner. Avant que j'ouvre la porte,
elle a dit, si tu ne veux plus leur parler, je comprends. Mais je pensais ce que j'ai dit. Tu étais égoïste. Tu ne méritais rien de tout ça. J'ai acquiescé. C'était suffisant pour l'instant. Dans mon appartement, tout était exactement là où je l'avais laissé, de la vaisselle dans l'évier, une tasse de café vide à côté du canapé, la bouteille de vin encore débouchée. C'était étrange de revenir dans cet espace en sachant que la veille encore, j'étais prêt à couper les ponts pour toujours. Peut-être que je l'étais encore. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer toutes les quelques heures, pas constamment comme avant, mais régulièrement. Mon père envoyait un message tous les soirs à la même heure, juste des petites choses. J'espère que tu vas bien. Dis-nous si tu as besoin de quelque chose. Maman a commencé à envoyer des SMS aussi. Elle a même envoyé une photo du vieux chien de la famille enroulé sur le canapé avec la légende « Il te manque ». Je n'ai pas répondu, pas au début. J'avais besoin d'espace. Et honnêtement, je n'étais pas prêt à faire confiance à tout ça. Parce que voici la vérité que personne ne dit à voix haute, les excuses n'effacent pas les dommages. Elles n'annulent pas les nuits où je suis resté éveillé à me demander ce qui n'allait pas chez moi ou les années que j'ai passées à réparer leur vie pendant qu'ils me disaient que la mienne n'était pas assez bien. Pourtant, l'accident a ébranlé quelque chose, pas seulement en eux, en moi aussi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de la banque au sujet du prêt. Ils ont dit que le compte était maintenant géré à nouveau par les emprunteurs d'origine. Mes parents avaient effectué un paiement, un vrai, et Ellie m'a envoyé une capture d'écran du nouveau plan de paiement de son université. Elle travaillait à temps partiel maintenant. Elle avait commencé à couvrir ses propres frais de scolarité. Aucun d'eux ne m'a demandé de rétablir les paiements. C'était la première vraie excuse. J'ai commencé une thérapie, juste une fois par semaine, une femme nommée Mara avec des yeux calmes et un ton pragmatique. Je lui ai tout raconté, la cuisine ce jour-là, l'accident, le silence, la culpabilité. Elle a demandé ce que je voulais de maintenant. Je n'avais pas de réponse. Un soir, une semaine après l'hôpital, je me suis retrouvé à faire défiler de vieilles photos, pas les bonnes, pas les vacances ou les anniversaires, mais les moments aléatoires entre les deux, papa riant sur le porche avec une boisson à la main, maman endormie sur le canapé avec le chien blotti sous son bras, Ellie en plein roulé dans un parking de supermarché. Ce n'étaient pas des monstres. Ils étaient juste brisés d'une manière que je n'ai pas causée et que je ne pouvais pas réparer. Cela n'excusait rien, mais cela m'a fait commencer à me demander si la distance pouvait être autre chose qu'une punition. Peut-être que cela pourrait être une guérison pour nous tous. 2 semaines après l'accident, j'ai envoyé un SMS à ma mère. C'était court. Ok. Guérison. Je ne sais pas ce qui va suivre. Je pensais juste que tu devais le savoir. Elle a répondu 3 minutes plus tard. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai juste laissé là pendant un certain temps sans le lire parce qu'une partie de moi ne faisait toujours pas confiance à ce qu'il y aurait à l'intérieur. Quand je l'ai finalement fait, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Merci de me l'avoir fait savoir. Je ne vais pas insister. Juste reconnaissante que tu sois en vie. Pas de culpabilité, pas de questions, juste de l'espace. Quelques jours plus tard, j'ai accepté de les rencontrer pour déjeuner. Endroit neutre, au milieu de la ville, quelque part avec beaucoup de gens et un menu court, donc il n'y avait pas le temps pour le dramatique. Ils étaient déjà assis quand je suis arrivé. Maman avait l'air nerveuse. Papa avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Aucun d'eux ne s'est avancé pour me faire un câlin. Ils ne se sont même pas levés. Je me suis assis. Pendant les 10 premières minutes, nous avons parlé de choses sur le temps, la nourriture. Puis mon père s'est éclairci la gorge et a dit, j'ai vendu le bateau, celui qui était dans l'allée, j'ai remboursé une partie du prêt. Nous allons nous en sortir seuls maintenant. Nous aurions dû le faire il y a des années. Maman a acquiescé et a dit, j'ai arrêté de te regarder comme une solution. Je veux apprendre à te connaître à nouveau. Pas la version de toi que je pensais devoir réparer. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas une scène de film avec des larmes et de la musique douce, mais quelque chose a changé à ce moment-là, non pas parce que tout était réparé, ça ne l'était pas, mais parce que pour une fois, ils n'essayaient pas de manipuler le moment. Ils assumaient juste. Je leur ai dit que je ne leur pardonnais pas encore, que je ne savais pas quand je le ferais. Peut-être que je ne le ferais jamais, mais j'appréciais l'effort, et je le pensais. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons fait de petits pas, un café par ici, un fil de SMS avec des mèmes stupides d'Ellie.
Finalement, je les ai débloqués des discussions de groupe. Les paiements ne sont jamais revenus. Ils n'ont jamais demandé. Ellie a trouvé un deuxième emploi. Papa a pris des quarts de week-end. Maman a commencé à aller en thérapie aussi. Il y avait encore des moments où les choses devenaient tendues, les vieilles habitudes remontant à la surface, laides et familières. Mais maintenant, nous ne prétendions pas qu'elles n'étaient pas là. Nous les dénoncions, nous nous asseyions avec elles, nous les travaillions. La dernière fois que nous avons dîné ensemble, papa m'a tendu une photo, une dont je ne connaissais pas l'existence. C'était moi à 17 ans, endormi à la table de la cuisine, entouré de brochures universitaires, la calculatrice toujours dans ma main. Au dos, de l'écriture de maman, il était écrit « Tu as toujours porté plus que tu ne devais. Je suis désolé. » C'est à ce moment-là que je l'ai senti, pas l'étendue complète du pardon, mais le début de celui-ci, pas une porte qui s'ouvre en grand, juste une fenêtre suffisamment entr'ouverte pour laisser entrer à nouveau de l'air. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne le serons jamais. Mais pour la première fois, je ne disparais pas pour maintenir la paix. Je me montre tel que je suis. Et ils apprennent à me rencontrer là. C'est suffisant pour l'instant.